est prête? Je vous entends pas. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Bah, pas moi. En fait, là, on est à la conf depuis ce matin. Je rencontre plein de gens. Il y a plein de bruit, tout ça. Je vous propose plutôt de ne pas vous faire mon talk et de vous passer une vidéo. Ça vous va? Ok. Du coup, pour les personnes qui sont sur site, vous pouvez faire un petit peu comme si vous étiez chez vous. Puis les personnes qui vont regarder à distance ou qui sont en train de regarder le live, prenez vos aises, rangez un peu votre canapé, voilà, mettez-vous bien. Et puis on va lancer ça. On va tous s'imaginer chez nous, dans notre canapé, en train de regarder notre télé. Et on lance notre application de streaming. Vous avez une idée de ce que vous voulez regarder? Bon, peut-être quelque chose d'un peu drôle, pour pas plomber l'ambiance, il y a encore des talks après. Pas trop de suspense non plus, parce que sinon vous allez être dégoûté de ne pas voir la fin, de ne pas voir la série en entier, tout ça. Donc un truc drôle, pas trop de suspense. Avant, il y avait un talk en anglais, donc on peut peut-être aussi rester... Et puis rester dans le milieu informatique. Ouais. Moi, je pensais à The IT Crowd. Eh, bien joué. On voit qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est sur un service informatique, donc c'est une série britannique, c'est hyper comique. Et dedans, donc on est sur un service IT, et il y a des gens qui appellent en disant ça ne marche pas, etc. Et les héros n'arrêtent pas de dire est-ce que vous avez essayé de redémarrer votre ordinateur? Est-ce que le câble est bien branché? Et je ne sais pas si ça résonne ici avec pour vous, dans vos vies perso, mais alors moi, combien de fois on m'a appelé, j'ai mon Wi-Fi qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il est branché ton Wi-Fi? J'ai mon imprimante qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle est branchée? Est-ce qu'elle est configurée? Le câble, t'es sûr? Voilà. Bon, du coup, on est partant? Je lance? Ok. Donc, n'oubliez pas de couper vos téléphones, histoire qu'on ne soit pas dérangé par des sonneries. Il fait chaud. Vous avez prévu à boire? Moi, j'ai ma tasse. Et alors, il y en a un ici qui va la reconnaître. La qualité est l'affaire de tous. C'est vrai. C'est aussi un cadeau d'anciens collègues. Fut un temps, il y en a un dans la salle. Bon. 90. 95. J'ai pas mal meublé là, je commence à être un peu à court d'idées. Je vais pas vous faire des claquettes. En plus, Stéphanie derrière, elle m'a dit que si je bougeais trop sur la scène, la captation vidéo, ça allait pas être génial. Donc 99. Peut-être on peut essayer tous ensemble de le faire bouger, là, de faire 1, 2, 3 et hop, ça part. On essaye? 1, 2, 3. Ouais, bah, en fait, c'est pas vraiment parti. Hein. Ok, là, je crois qu'on a un incident en prod. Je crois que ça marche pas. Et là, dans ces cas-là, on est comment quand on est utilisateur et utilisatrice? On peut être comme ça, ou on peut être en colère, ou on peut être déçu, ou on peut jeter l'ordinateur par la fenêtre. Là, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Pourtant, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que nos utilisateurs ils soient en colère, déçus, tristes. Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient pleins d'amour et tout contents. Du coup, là... je ne sais pas trop ce que je vais faire pour BDX.io, surtout que je ne sais pas si vous avez reconnu les deux images. Mais en fait, c'est deux images que BDX.io avait mis justement sur les réseaux sociaux. Et les orgas, je ne sais pas trop ce que je vais faire là. Surtout qu'en plus, j'en connais certains et je sens qu'ils ne vont pas être contents si je ne fais pas de talk. Donc, du coup, je vais vous proposer de vous parler de mon sujet. Et tant pis pour la vidéo. Donc le chaos. Le chaos, c'est comment offrir la meilleure expérience utilisateur possible. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée. Et est-ce que vous vous êtes déjà dit que pour l'offrir, peut-être qu'il fallait introduire volontairement des incidents dans son système? Ça fait peut-être bugger certains cerveaux. Il y en a qui font non, donc au moins il y en a qui connaissent, mais pour ceux que ça fait bugger, écoutez, je vous propose qu'on continue. On va, pour comprendre un petit peu d'où vient le chaos, parler du DevOps. DevOps, vous êtes dans le monde IT, en tout cas pour une grande partie ici, j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez.
C'est hyper à la mode, c'est adopté partout, on entend parler partout. On jure plus que par les Dorametrix, DF, LT, MTTR, CFR. Alors pour certains, ça fait peut-être « Maintenant je connais mon alphabet, la prochaine fois chante avec moi ». Pour ces personnes-là, on va parler un petit peu de DevOps. Enfin, justement des bases. Donc DevOps, c'est quoi? C'est la contraction de Dev pour développeur et Ops pour opérationnel, sysadmin. C'est quoi? C'est le fait d'avoir une collaboration entre toutes ces équipes-là. Parce que fut un temps pas si éloigné, moi, quand j'ai commencé en informatique, il y avait les développeurs qu'on appelait l'usine, qui étaient là pour usiner du code, qui était un bout d'un bâtiment, et les Ops dans un autre bout du bâtiment, dans une petite salle fermée, et ça communiquait pas plus que ça. Donc voilà, c'est de là que... Enfin, c'est en partant de ce constat-là qu'est né le DevOps. Le but, c'est quoi? C'est de livrer plus fréquemment pour qu'il y ait moins d'erreurs. Enfin, un des buts. Maintenant, si on part sur vraiment l'origine du mouvement, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez tous, en fait, ça aurait été introduit vers 2007 par un Belge, Patrick Debois, qui devait tester une migration de serveurs pour le gouvernement belge. Et donc, de data center, pardon. Donc, il a parlé avec les développeurs, il a parlé avec les ops, et il s'est rendu compte que les gens n'avaient pas du tout les mêmes objectifs et qui ne communiquaient pas ensemble. Et lui, qui devait les tester, il s'est dit, mais c'est pas possible, en fait, on devrait travailler main dans la main, il devrait y avoir vraiment une synergie entre les deux. Cette personne, elle était, donc Patrick Debois, très proche de la communauté agile, et du coup, il a commencé à parler d'Agile System Administration. Puis un an après, il est allé à une conférence, l'Agile Conference Toronto, donc en 2008. Et là, il a rencontré Andrew Schaeffer, qui a voulu, pendant la conférence, faire une conférence ad hoc pour justement parler de l'infrastructure agile. Et en fait, il n'y a pas grand monde qui est venu à cette conférence-là. Ça n'a pas rameuté les foules, ça n'intéressait pas trop les gens, sauf Monsieur Debois qui est venu, puis ils ont commencé à parler. C'est de là qu'ils ont monté un Google Group. C'est pas vraiment là que le DevOps est né, parce qu'en fait, le Google Group, il y a eu un petit peu de personnes, mais il n'y a pas eu vraiment d'énorme engouement comme on entend parler maintenant. Un an plus tard, une conférence au Canada où un développeur et un Ops présentaient comment ils ont déployé plus de 10 fois par jour grâce à une meilleure collaboration entre les deux équipes. Et là, Monsieur Debois, il a été super intéressé, il l'a vu à distance, il a dit « Ah, c'est dommage que je puisse pas être là », donc il l'a dit sur un réseau social à l'époque, c'était un petit oiseau bleu. On lui a répondu écoute, si tu as envie d'y assister, t'as qu'à monter ta propre conf. 4 mois plus tard, il a monté les DevOps Days en Belgique. Alors, pour les orgas qui sont ici, 4 mois pour monter une conférence, je ne sais pas si vous imaginez comment il a fait. Moi, je ne sais pas comment il a fait, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Et en fait, pour sa conf, donc les DevOps Days, c'est là que le hashtag DevOps a commencé à émerger et que ça a vraiment pris. Du coup, si on veut un petit peu aller plus loin et expliquer ce que c'est que le DevOps, on peut se baser sur un framework, le framework Calms, qui va reprendre un petit peu les grandes idées du DevOps. Donc le premier, c'est pour culture. Le changement de culture, c'est au cœur de toute transformation DevOps. DevOps, c'est pas un processus, c'est vraiment des interactions entre les humains. Je vois des gens qui hochent la tête ici, c'est vraiment fondamental. Et il faut que ce soit tout le monde dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui doit être sur tous les niveaux hiérarchiques et sur tous les postes de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui doit être compris partout. On entend parfois, c'est un métier, c'est un poste. Non, c'est vraiment une culture. Le A, maintenant, pour l'automatisation. C'est souvent ce à quoi on pense quand on parle DevOps, c'est il faut tout automatiser. Alors, ce qu'on peut automatiser, c'est vrai, on l'automatise. En revanche, on n'automatise pas pour rien. On automatise ce qui est utile. C'est qu'un outil, en fait, l'automatisation. Et après, qu'est-ce que ça permet quand c'est automatisé? Ça permet de mettre de la plus-value humaine sur d'autres tâches. J'ai un passé de testeuse. Une fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois, je faisais le même cas de test. C'est vrai que la 50e fois, j'étais peut-être un petit peu moins concentrée sur mon cas de test. La machine, elle, par contre, que ce soit la 50e ou la 2000e fois, elle le fera pareil. Du coup, l'humain étant déchargé de ces tâches répétitives, va pouvoir se consacrer à des tâches avec des plus fortes valeurs ajoutées. Et ainsi, on pourra
avoir une vitesse de livraison plus élevée d'ailleurs. Parce que du coup, toutes les tâches qui ont été faites par la machine se feront plus vite que par l'humain. L'humain fera d'autres tâches, et aura aussi gagné du temps, etc. Et on va gagner en vitesse. L, pour Lean. Alors là, dans ce cas-là, ça peut être tout ce qui est opportunité d'amélioration continue. Tout ce qu'on peut améliorer, on l'améliore. On essaye de l'améliorer. On essaye toujours de faire mieux. On prend des feedbacks partout, des feedbacks au sein de l'équipe, des feedbacks au niveau des résultats de test, des feedbacks au niveau des clients. On cherche des opportunités d'amélioration. On visualise les travaux en cours, etc. M, mesure, c'est de là qu'on peut reparler des DORA metrics dont tout à l'heure je vous ai lu les lettres, des F, deployment frequency, donc c'est tous les combien est-ce qu'on va déployer en production, LT, lead time, donc c'est le temps entre la création du ticket et la mise en production, MTTR, mean time to resolution ou resolve, j'ai vu des littératures avec les deux, donc c'est combien de temps on met avant de corriger un problème. Et CFR, Change Failure Rate, donc c'est quand vous avez déployé quelque chose en production, tous les pourcents de combien de fois vous devez faire du rework derrière. C'est vrai que ces mesures, elles sont très connues, mais c'est pas les seules en DevOps. On mesure tout, tout le temps, partout, n'importe quoi, non, dans le but de s'améliorer. Comment est-ce qu'on sait qu'on s'est amélioré si on n'a pas mesuré avant? On doit mouiller peut-être. Du coup, je vous parlais tout à l'heure de la satisfaction client, de la satisfaction de vos employés. C'est aussi une mesure qui est très importante. Et donc, il nous en reste un, le S. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce que ça marche pas bien en français. C'est sharing en anglais, donc c'est le partage en français. Les pratiques, les bonnes pratiques, la collaboration entre les équipes, c'est quelque chose qui doit justement se partager. Donc on revient un petit peu sur la culture avant, c'est une culture au sein de l'équipe, des équipes et de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans la culture DevOps. Je vais rajouter quelque chose, on y reviendra un petit peu après. On entend beaucoup parler de DevSecOps. Sec pour sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, la qualité est l'affaire de tous. C'est vrai aussi avec la sécurité. La sécurité est l'affaire de tous et c'est tout le temps pendant le cycle de vie du logiciel, depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. On fait attention aux aspects sécurité partout et tout le monde peut faire attention à ça. Un petit aparté par rapport à une discussion que j'ai eue tout à l'heure en buvant un café. On disait, bah oui, mais en fait, c'est aussi et surtout les humains dans les entreprises qui doivent être entraînés à pas cliquer sur n'importe quel lien dans un mail, à pas installer une clé USB qui traîne quelque part sur un bureau, etc. Voilà, les aspects sécurité, oui, c'est dans les logiciels, mais c'est partout dans l'entreprise. Bref, je parle de sécurité. Quand je dis sécurité, par rapport à la qualité d'un logiciel, c'est ce qu'on peut regrouper dans des exigences non fonctionnelles. Il y a la sécurité, mais il y a aussi d'autres choses telles que la résilience. La résilience, ça vous parle? La capacité à tolérer les pannes. Un petit peu comme la panne tout à l'heure du 99% qui restait bloqué. Et c'est de là, et pour répondre à ce problème, qu'est né le chaos. Le chaos, on avait déjà des choses avant pour tester la résilience et la tolérance aux pannes, comme les disaster recovery, où on se disait, bah ouais, si mon serveur il brûle, qu'est-ce qui se passe? Si quand c'est des toutes petites startups, bah si on me vole mon ordinateur, il faudrait peut-être que je fasse une copie ailleurs pour que ce soit pas uniquement sur ce lieu physique là. Voilà, il y avait déjà des scénarios qui étaient imaginés comme ça. Mais Netflix, eux, ils ont commencé à déployer sur AWS, sur des choses qu'ils maîtrisaient beaucoup moins, parce que du coup, ils utilisaient d'autres choses pour avoir le stockage de leurs données et de leur code. Et du coup, ils ont commencé à se dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas accès à Amazon? Oui, mais qu'est-ce qui se passe si... Et là, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on teste. Il faut vraiment qu'on voit physiquement ce qui se passe quand il y a ça. Et c'est là que plein de petits singes sont venus.
voyez ce petit singe-là, ce petit Chaos Monkey, il est tout mignon. Et maintenant, vous le mettez dans une salle de serveur et vous lui faites arracher des fils. Et ben, c'est ça, le tout premier outil développé par Netflix. Ils choisissaient des instances au hasard de l'environnement de production et délibérément, ben, ils les mettaient hors service. Je vous ai dit production, ça peut faire peur à certains. J'ai pas dit qu'on faisait forcément ça que sur la production. Mais eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est ce qui se passait vraiment dans la vraie vie, en production, là où il y a les clients. On a une instance qui est HS, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mon client il va avoir le 99% ? Est-ce que il va avoir un gros message d'erreur ? Est-ce que ça va être tout noir ? Est-ce que qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce sera transparent pour lui ? Parce qu'en fait, c'est répliqué ailleurs. Mais c'était pas assez. Ils ont décidé d'aller plus loin. Donc du coup, ils ont fait le gorille et puis le Kong, où en fait ça coupait des zones de plus en plus grosses chez Amazon. Puis ils en ont mis aussi en place d'autres pour les traductions, pour la localisation, pour la sécurité, pour les surcharges de CPU, etc., etc. Si ça vous intéresse, c'est open source. Vous pouvez les trouver. Vous avez plein de documentation et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à aller lire et à aller expérimenter. Maintenant, je vous ai dit que c'était eux qu'on attribuait comme les pionniers. Ça a fait naître une discipline qu'on appelle le chaos engineering. Donc c'est la discipline qui est sur l'expérimentation sur un système distribué, de notre confiance dans notre système à résister aux conditions turbulentes, enfin aux turbulences. C'est un vrai métier à part entière. Ils partent d'un système qui est stable. Ils vont faire la supposition que ça va toujours rester stable. Ils vont prendre un groupe témoin et un groupe sur lequel ils vont mettre des problèmes, des perturbations, merci. Et ils vont vérifier si les deux groupes divergent ou s'ils restent tous les deux dans le même état stable. À partir du moment où l'état stable n'est plus gardé dans le groupe où il y a les perturbations, c'est que notre système n'est plus résilient. Donc plus longtemps on reste stable, plus on est résilient. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un tic de langage, j'ai dit « ils sont ». Ça veut dire que je ne suis pas chaos ingénieur. Non. Moi, je suis Anne-Laure Gaillard, je suis staff QA chez ManoMano. Et depuis tout à l'heure, je vous parle d'Ops et de DevOps. Vous vous rappelez quand j'ai dit que c'était quelque chose, une culture d'entreprise ? Et justement, au sein de mon entreprise, c'est quelque chose qui est partagé et communiqué auprès de tous. On a des chaos games, mais en fait, c'est pas des chaos games, qui sont des game days. C'est-à-dire que régulièrement, on va introduire des systèmes en production et on va dire à tout le monde dans l'entreprise, bah, venez voir ce qui se passe et venez essayer de résoudre ces problèmes. Les Game Days, ça n'a pas été inventé par ManoMano. On l'attribuerait à Amazon vers 2003, où en fait, eux, c'était pour tester plus les parties de recovery chez eux. Bref, si on revient chez ManoMano, ma première session de chaos, comment s'est-elle passée ? Je vous remets dans le contexte. Je suis arrivée chez ManoMano il y a environ 2 ans et quelques jours. 3 semaines après, il y avait une session de Game Day, justement. Il y avait des messages envoyés sur Slack. Venez jouer avec nous à mettre le chaos dans le système. Venez être un vilain ou un héros. Moi, Game Day, je connaissais vaguement de nom. Je me suis dit, grave, faut que j'y aille. Faut que je m'inscrive, faut que je vois ce que c'est. Arrive ce fameux jour. Donc je vais sur le site de Bordeaux, on me dit ah bah regarde, il y a un petit déjeuner. Je dis oh cool, en plus j'ai un petit déj. Donc je prends mon petit déj, je vais dans la salle, je me retrouve avec 3 autres personnes. J'avais 3 semaines d'ancienneté dans la boîte, donc j'en connaissais un sur les 3 dans la salle. Voilà, et puis là on a une présentation au début, voilà, on a une présentation un peu théorique, et puis après on nous dit voilà, allez, c'est parti. On a cassé des choses sur l'environnement de test et sur la production. Vous voyez le silence dans ma voix, c'est ce qui s'est passé dans ma tête.
Ok, et qu'est-ce que je fais? Bon, vous avez peut-être remarqué, je suis pas spécialement timide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec les autres dans la salle. J'ai dit, on fait quoi? Bah, on va regarder les moniteurs. Ok. Comment on accède au moniteur? Ok. Donc maintenant, comment je regarde? Qu'est-ce que je suis censée regarder? Pourquoi? Non, sincèrement, les premières minutes, ça a été long, ça a été compliqué. Mais en fait, passer la journée, j'ai appris énormément de choses. Parfois dans la douleur, hein, je ne mens pas. Mais beaucoup de choses. Comment on moniteur? Comment est-ce qu'on crée un incident grave en production? Comment est-ce qu'on le suit? Comment on le met à jour? Qui contacter? Quel service? Par rapport à quel problème? On a un moment le service client qui nous a alertés en nous disant « Ah, attention, on a tel problème en production ». Et en fait, c'est là où on a fait le « Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être par rapport au game day, etc. » Comment écrire un post-mortem? Je ne sais pas si tout à l'heure, vous êtes allé voir la conférence, la conférence courte sur les post-mortem. Toutes ces choses-là, vous les avez peut-être déjà fait dans d'autres sociétés, mais dans chaque société, il y a des particularités. Et là, en fait, j'ai appris toutes ces choses-là au sein d'une journée grâce à ce game day. J'ai aussi rencontré pas mal de personnes, des personnes que je n'aurais pas forcément rencontrées. Donc sur toutes ces parties-là, ça a été très positif. J'ai appris que, comme je l'avais déjà fait, c'était aussi plus facile de le refaire potentiellement dans le futur. Le revers de la médaille, c'est que pour des gens qui viennent d'arriver, ou qui ne sont pas dans la tech, ou qui n'ont jamais fait ce genre de choses, ça peut être un petit peu perturbant au début. C'est quelque chose qui a été remonté à mes collègues. Et on arrive maintenant au deuxième game day. Deuxième, focus sécurité. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris nos experts sécurité et leur ont dit, voilà, quels sont les risques qu'on peut avoir potentiellement chez nous. Et puis, du coup, ces risques, allez, hop, on s'engouffre, on se met dedans, on les met en place. J'en vois certains faire des gros yeux, et j'ai eu la question lorsque j'ai déjà présenté cette conférence, on m'a dit, mais si c'est des risques connus, pourquoi vous ne les corrigez pas? C'est vrai, sauf qu'il y a des risques qu'on ne peut pas corriger. Pourquoi? Dans un des incidents qu'on avait, on a eu une personne malveillante dans notre entreprise qui a fait un push malveillant. En réalité, c'était pas une personne malveillante, hein, c'était une personne pour le but du jeu. Sauf que ça, en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas virer tout le monde pour plus avoir de personnes malveillantes, parce que là, dans ce cas-là, on n'avancera plus, quoi. Donc du coup, ce sont oui des failles de sécurité qu'on a exploitées, mais qu'on ne peut pas corriger parce que là, la personne malveillante, ça, on le sait malheureusement pas avant, voilà. Donc, du coup, deuxième game day, là, ils avaient mélangé les personnes. C'est-à-dire qu'on était d'équipes différentes, de connaissances différentes, etc. Ce qui fait qu'on pouvait tous s'aider par rapport aux compétences qu'on avait et aux connaissances qu'on avait. Ça, c'était pour moi un gros plus. Toujours aspect gamification, j'en ai pas beaucoup parlé sur le premier. On avait créé des équipes où on avait un nom d'équipe, un logo, une salle, voilà, pour créer aussi du lien entre les personnes. Sur les incidents de sécurité qu'on a eus, clairement, le premier, on a réussi à le corriger. Le deuxième, je crois qu'on l'a mitigé. Le troisième, on n'a rien compris dans mon équipe. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'apprendre, c'est de s'améliorer. On a parlé tout à l'heure de l'amélioration continue, ça fait partie de ça. Et de toute façon, dans la vraie vie, si on avait ce type d'incident, on aurait tout de suite contacté l'équipe de sécurité. Donc là, on a appris. Et c'est bien, c'est ce qu'on voulait, c'était le principe. Il y a d'ailleurs une autre équipe qui a été bloquée encore plus tôt que mon équipe, et en fait ils ont fusionné avec une autre équipe, afin de mettre leurs forces en commun. Bah oui, pourquoi pas, en fait, les règles elles sont aussi là pour être changées et pour être bougées. Bref, deuxième session, beaucoup mieux. En tout cas, de mon côté, moi je l'ai beaucoup mieux vécu, mais j'avais plus 3 mois d'ancienneté, ça aide aussi. Et j'avais un chef qui a assisté
parce que c'est aussi une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tout le monde dans l'entreprise peut y assister? Oui. Et ensuite, par rapport à ça, il a demandé à ce qu'on ait une présentation au sein de mon équipe aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a permis d'avoir après un partage au sein de différentes équipes et voilà, de partager encore plus. Depuis tout à l'heure, je vous parle de moi. Qu'en est-il des autres? À gauche, vous avez les retours des participants. Donc il y en a quand même beaucoup qui ont trouvé que c'était difficile, mais qui ont beaucoup appris. Ici, c'est les personnes qui ont à peine survécu, et là, c'est ceux qui ont dit c'était les doigts dans le nez, c'était facile. Personne n'a dit que c'était super facile, mais en fait, tant mieux, parce que si c'est trop facile, ça valait pas vraiment le but de le faire. Et si vous êtes intéressé par l'organisation d'un Game Day, donc de l'autre côté, pas le participant, mais l'organisation, il y a un article Medium qui est paru et que vous pouvez aller voir. L'idée, en quelques mots, vous vous regroupez entre personnes, vous cherchez les vulnérabilités potentielles, vous les exploitez et ensuite vous faites ça, vous les mettez en place. Là, il y a peut-être des gens dans cette salle qui sont à milieu de la partie Ops et pour qui j'ai parlé un petit peu en chinois. Je vais surtout m'adresser à eux maintenant. C'est qu'est-ce que, dans mon quotidien, moi, qu'est-ce que je peux en tirer? Ben là, j'ai pensé à mes expériences passées. Il y a de ça de nombreuses années, à l'époque où les Ops étaient enfermés dans une petite salle. Je testais un logiciel et donc sur un environnement de test, et quand je suis arrivée sur ce logiciel, j'avais un gros message pas beau là sur la mire de connexion. Je demande à mon voisin, mais c'est quoi ce message? Ah, mais ça c'est normal, c'est quand la base de données elle n'est pas démarrée. Demande à un tel de démarrer la base de données. J'étais jeune, je suis pas allée chercher plus loin. Sauf qu'en fait, toutes les personnes qui sont arrivées après moi sur le projet, à chaque fois, il y a eu cette question de c'est quoi ce gros message d'erreur incompréhensible? Et jamais à un moment, quelqu'un s'est dit ce message, il faudrait le changer. C'est pas possible. Il faudrait écrire contacter un administrateur, problème avec une base de... J'en sais rien. D'un point de vue utilisateur, c'est pas possible d'avoir ce gros message rouge qui veut rien dire. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez actionner à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle société. On va aller un petit peu plus loin avec justement quelque chose qui a été fait dans une autre société, quelqu'un ici de cette boîte-là, où on ne gérait pas la production et nous, sur nos environnements, tout se passait bien, on utilisait Kafka, bon, tout allait bien. Puis un jour, il y a un client qui nous a dit « Non mais chez nous, ça marche pas du tout, on comprend pas, les adhérents, ils font des choses et il se passe rien de l'autre côté, ça se met jamais à jour, etc. » En fait, ils avaient juste pas démarré leur Kafka. Et sauf que nous, nos Ops, ils nous démarraient toujours Kafka, donc on n'avait jamais eu cette chose-là. Et donc là, pour le coup, on a rajouté le message veuillez contacter votre administrateur, il y a un problème technique. Et les administrateurs derrière étaient informés du fait qu'il y avait un problème avec leur Kafka. C'est mieux, sauf qu'il a fallu attendre qu'il y ait un client qui nous le remonte. On peut être proactif, on peut proposer ce genre de choses. Pour proposer ce genre de choses, il faut aussi parler avec les autres services, avec les Ops, avec les devs, avec les QA, avec les designers, pour savoir un petit peu, eux, quelles choses ils peuvent voir, qu'est-ce qui peut mal se passer, pourquoi, comment, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue des utilisateurs et des utilisatrices, comment est-ce qu'on peut les aider. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai entendu à la Paris TestConf il y a pas très longtemps, c'était le mois dernier. Une personne nous parlait de stratégie de test, et à un moment elle dit oui, dans les stratégies de test d'ailleurs, n'hésitez pas à intégrer les SRE et les Ops et les sysadmins, etc. Il y a quelqu'un dans le public à la fin qui a levé la main mais qui a dit mais pourquoi dans une stratégie de test il faut les concerter, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Mais oui, ils peuvent apporter. Qu'est-ce qui se passe si la base de données est déconnectée? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un singe qui a arraché mon câble? Ces choses-là, il faut en prendre conscience. Et il faut au moins savoir que ça peut arriver. Encore mieux, il faut s'en prémunir ou il faut afficher un message clair. Le message, du coup, que je veux vous passer aujourd'hui, c'est on a tous un pouvoir de chaos au sein de nous. On peut tous faire des choses par rapport à ça. Se poser ces questions, être sensibilisé, c'est déjà un premier pas.
On peut aussi aller contacter volontairement les personnes pour leur demander qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Maintenant, il y a aussi quelque chose auquel vous ne pensez pas forcément, mais tout à l'heure je vous ai parlé de gamification. Si vous avez des compétences en facilitation, en gamification, etc., vous pouvez aussi aider les personnes de vos entreprises à mettre en place des game days. Vous vous occupez de la partie facilitation, de la partie gamification. Regardez, on va mettre des points, on va timeboxer comme ça. Voilà, pour que ces choses-là soient prises en compte, soient testées et soient améliorées. Au final, qui est-ce qui gagne? Vous, d'un point de vue personnel, parce que vous aurez probablement appris des nouvelles choses. Vous avez vu sur la sécurité, on a tous appris des choses. Vos équipes, parce qu'elles vont apprendre à collaborer ensemble, à discuter ensemble, et puis aussi à avoir un logiciel de meilleure qualité, et puis du coup, le logiciel. Et en fait, le grand gagnant, enfin les grands gagnants derrière, ça sera qui? Nos utilisateurs et utilisatrices qui pourront regarder leurs vidéos, qui ne seront pas obligés de m'écouter parler, mais qui pourront regarder The IT Crone. Je vous remercie, et puis si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup Anne-Laure. Je t'en prie. Tu parlais d'adaptation par rapport au retour que vous avez eu pendant les phases de chaos. Est-ce que du coup vous avez vous-même mis à jour vos stratégies de test et si oui, sur quoi? Sujet très compliqué. Alors je vais déjà revenir sur l'adaptation. En fait, il y a une rétro et c'est le rôti à la fin de la rétro que vous voyez, que je vous ai mis tout à l'heure sur les slides. Sur la stratégie de test, le chaos, alors c'est pas moi qui gère cette partie-là, comme je vous ai dit, on a des ingénieurs spécialisés dans le chaos, mais oui, ils utilisent beaucoup SteadyBits, qui est en plus gamifié par rapport à une surcouche. Il y a un article qui est paru dans Medium il y a quelques jours, je peux t'envoyer le lien, et du coup en fait c'est quelque chose qui est même appliqué à toutes les équipes où en fait ils ont des niveaux qui doivent passer, etc. Mais je t'envoie l'article, du coup oui, il y a des choses qui sont faites là-dessus. Soyez pas timide. Hein. Merci pour la conf. Chez Manomano, vous avez cette maturité de pouvoir faire ce genre de chaos testing. Est-ce que dans une société qui n'a pas cette maturité, c'est simple à mettre en place? Je pense qu'il y a énormément de choses. Rien que de dire à mon patron, je vais aller casser la prod pour faire joujou. Je suis pas sûr qu'il soit très chaud. Alors, on parle beaucoup du fait que ce soit en prod. Rien n'oblige le fait que ce soit en prod. Et d'ailleurs, sur les sessions de Game Day qu'on a, tout n'est pas en prod. Il y a des choses qui sont sur d'autres environnements, qui sont des environnements de test. Le fait de le faire en prod, c'est la maturité qu'a Netflix. Toutes les sociétés ne l'ont pas. En plus, ça ne s'adapte pas forcément à tous les contextes. Eux, ils ont un système de streaming. Si on est dans, je sais pas, dans le médical, dans l'armement, peut-être que c'est pas le moment de le faire. Là, c'est un sujet sur lequel je serais moins à l'aise. Rien n'oblige à le faire en prod. Et après, ce que je disais aussi tout à l'heure sur la stratégie de test et sur ne serait-ce que penser aux choses qui peuvent mal se passer côté base de données, côté Kafka, côté serveur, ce genre de choses. Pour moi, c'est pas les convaincre, c'est juste leur dire qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe si ça brûle? Qu'est-ce qui se passe si le câble il est coupé? Qu'est-ce qu'on veut pour les utilisateurs? Est-ce qu'on veut vraiment qu'ils appellent tous la hotline en disant ça marche pas? Est-ce qu'on veut avoir de la mauvaise pub dans la presse parce que y a rien qui est accessible? Si, je sais pas, si vous travaillez sur un logiciel qui est utilisé une fois par mois pour saisir la paye des 5 salariés, c'est peut-être pas la même chose que si c'est un système qui doit être accessible 24/24, 7/7.
Je pense qu'en fonction du contexte, l'effort ne doit pas être le même et la stratégie ne doit pas être la même non plus. Mais le fait de penser et de sensibiliser au qu'est-ce qui se passe si on coupe une base de données, qu'est-ce qui se passe si on coupe Kafka ou peu importe ce que vous avez dans le contexte du client, ça je pense que pour les convaincre, il faut juste leur dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Rien. D'autres questions? Ou la chaleur vous a tous assommé? Mais s'il n'y a plus de questions, je vous invite à applaudir Anne-Laure. Merci. Et pour ceux qui ne connaissent pas The IT Crowd, c'est vraiment très bien comme série.